Hello, my name is Ethan Spanner. Bonjour, je suis Ethan Spanner et je suis le directeur international à The Climate Reality Project. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à 24 heures de réalité, notre deuxième dialogue qui va explorer comment nous pouvons élargir les véhicules et le transit zéro carbone à travers le monde, y compris donc les véhicules et les transports en public. Cette année, 24 heures de réalité, lumière sur les sports et les solutions, vise à mettre en vedette tous les progrès réalisés par des gens issus de toutes les couches de la société dans notre combat contre la hausse des températures et afin de construire un monde durable ensemble. C'est un moment pour partager nos idées, nos histoires, voir ce qui marche, comment faire la différence, trouver l'espoir et l'inspiration, et ensuite revenir dans nos communautés et nous mettre au travail. Nous espérons que ces dialogues mondiaux vont pouvoir tirer ce processus, nous permettre de partager des idées, de notre inspiration et de manière à ce qu'ensemble, nous puissions tirer des leçons et construire un mouvement plus fort pour gagner. Nous avons un panel formidable aujourd'hui pour approfondir cette question. Vous pouvez, vous, le public, poser des questions à tout moment. Vous cliquez sur la touche, le bouton Q&A en bas de votre écran. Nous allons poser ces questions un petit peu plus tard. Alors, maintenant, les membres de notre panel. Tout d'abord, bienvenue à Géry Amarnani, cofondatrice de Pioneer Bike Commute Community, qu'elle a créée pour responsabiliser les gens qui utilisent leur vélo pour se déplacer aux Philippines. Elle va ensuite discuter d'approches de manière à pouvoir rendre les déplacements à vélo plus sûrs. Ensuite, Anu Mujaharin, qui a mené des conversations au Canada sur les liens entre le changement climatique et l'insécurité au niveau des revenus avec le projet Green Resilience Project. C'est une militante dans le domaine de l'environnement depuis des années. Enfin, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Pamela Tate, leader de Climate Reality depuis 2019. Pamela soutient les travaux de défense de cause sur les pratiques agricoles régénératrices, la conservation des arbres et la préservation des arbres, ainsi que la planification de l'action climatique en milieu de banlieue. Elle travaille sur les politiques au niveau fédéral, au niveau de l'État et sur l'électrification des transports publics dans sa communauté. Alors, maintenant, pour démarrer, je suis ravie de vous présenter notre hôte, notre animateur, le fondateur de Climate Reality et l'ancien vice-président Al Gore. Eh bien, merci Ayton, merci à vous tous. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à 24 heures de réalité. Donc, ce dialogue, 24 heures de dialogue. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'espoir et les solutions. Nous allons partager les travaux de nombreux militants dans le monde, dans leur propre communauté. Ces acteurs du changement ont inspiré, ont travaillé pour faire avancer des solutions. Nous allons parler pendant cette session de transport durable, en particulier les possibilités ouvertes par des véhicules et à zéro émission par les transports en public et bien sûr par la marche. Alors, le secteur des transports génère environ 15% des gaz à effet de serre. C'est un contributeur au problème de la pollution à l'origine de la crise planétaire. Heureusement, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être mises en œuvre maintenant, les véhicules électriques, l'élargissement des transports en public et puis bien sûr les transports propulsés par les humains, comme par exemple le vélo, qui doit être plus accessible, entre autres. Les trois militants avec lesquels nous allons parler, on se sont rendu compte qu'ils pouvaient être acteurs du changement dans leur communauté et ils ont essayé de faire avancer
le domaine des transports et je vais commencer par vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail? Pourquoi est-ce que le transport zéro émission est si important pour votre communauté et votre région? Jerry, pouvez-vous commencer? Merci, monsieur. Eh bien, la mobilité, c'est un droit humain de base, mais dans mon pays, les Philippines, la mobilité sûre et efficace reste un défi pour les piétons, pour les gens qui ont besoin des transports pour aller au travail, pour les cyclistes et même pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes et même les personnes handicapées. Les gens aux Philippines doivent faire face à un mauvais système de transport avec une approche aussi centrée sur les voitures. Actuellement, 80% des routes aux Philippines sont dédiées aux véhicules privés, alors que 5 études de 2020 à mai 2021 ont révélé que seulement 5% des foyers aux Philippines ont un véhicule motorisé et que 20% ont un vélo. Il est évident que le vélo devrait faire partie de la vie de tous les jours en tant que mode de transport pour les gens aux Philippines et qu'il y a un véritable besoin d'intégrer les infrastructures cyclistes à la planification des transports. Bien sûr, si les gens avaient les moyens de choisir des formes actives de transport, eh bien, le changement aurait un plus gros impact, non seulement pour la réduction des gaz à effet de serre, mais pour l'amélioration de la qualité de l'air dans les villes et dans la vie quotidienne et la santé des citoyens. La pandémie nous a montré que, en fait, la vraie santé, c'est la santé humaine, la santé de l'environnement. De plus, nous avons besoin de données cohérentes sur les routes utilisées par les transports. Nous avons des conventions de recueil des données, mais de telles conventions ne tiennent pas compte des transports non motorisés. Et donc, du fait du manque de données, les planificateurs urbains, les décisionnaires ont eu du mal à concevoir des infrastructures adaptées de manière à pouvoir aussi faire bénéficier ce secteur d'investissement adapté. Cependant, la bonne nouvelle est que le progrès est en train de se produire. Il y a des leaders municipaux qui ont une vision, qui comprennent qu'il faut intégrer le vélo dans le système de transport. Les entreprises prévoient aussi, travaillent à offrir plus d'espace aux piétons et aux cyclistes, et les groupes de la société civile contribuent à changer l'état d'esprit de la population. Donc, cette nouvelle approche de la mobilité est en train de se mettre en œuvre. En 2020, nous nous sommes rendus compte que 87% des gens aux Philippines pensent que le transport public, les vélos et les piétons devraient être prioritaires par rapport aux véhicules motorisés. Donc, nous avons besoin de construire sur cet élan et nous avons besoin de donner plus d'espace aux gens qui ne sont pas motorisés. C'est formidable. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait répondre à cette première question? Bien sûr. Vous savez, vous avez dit que 15% des émissions au niveau mondial sont causées par le secteur du transport. Nous savons qu'ici aux États-Unis, c'est presque 30%. Donc, ici à Chicago, il y a beaucoup de gens, il y a une surutilisation des automobiles comme aux Philippines. Nous nous sommes dit que nous devions avoir plus de gens qui prennent les transports en public, mais si les transports en public étaient alimentés par les combustibles fossiles, nous sommes rendus compte que
eh bien, le secteur du transport en public contribuerait euh, beaucoup trop à la pollution. Par exemple, nous savons que pour chaque bus diesel, eh bien, ça représente la pollution de 30 à 40 automobiles. Donc, nous avons décidé que, vu l'importance du secteur des transports et le besoin de passer à des véhicules électriques partout, donc les voitures, les gros camions et autres, nous nous sommes dit que nous devions commencer par nous confronter à ce problème dans le secteur des transports et ensuite passer à d'autres véhicules lourds dans notre État. Et nous avons décidé de démarrer avec Chicago Intramuros de manière à motiver les gens. C'est pour cela que nous avons démarré comme cela et que nous avons concentré nos efforts sur la ville de Chicago elle-même, Intramuros. Très bien. Amen, Anna, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Alors, au Canada, comme aux États-Unis, le transport représente une énorme proportion de nos émissions, plus d'un quart. C'est dû à la croissance, à l'activité humaine, mais aussi à notre histoire d'amour avec les SUV, avec les gros véhicules. Alors, la bonne nouvelle au niveau fédéral, c'est que le gouvernement met en œuvre une interdiction de vente de certains véhicules à essence et 2 tiers des Canadiens veulent acheter un véhicule électrique. Il y a des programmes d'incitation au niveau fédéral, au niveau des provinces pour aider à couvrir ces coûts, mais il y a des choses qui doivent être en place pour que cela marche. Il y a eu des problèmes quant à la disponibilité de ces véhicules électriques. Les gens doivent attendre des mois, des années. Bon, c'est une anecdote, mais quelqu'un que je connais qui vit dans ma ville a dû se rendre dans une ville à plusieurs heures de conduite de route pour aller acheter son véhicule électrique. Il faut aussi construire des stations de chargement. Et puis, en fait, des stations de charge, pardon. Et quelque chose qui est important aussi pour élargir le réseau des véhicules électriques et travailler sur le transport en public. Au Canada, nous devons élargir notre système ferroviaire ou électrique entre les villes. Cela permettrait de réduire les émissions, mais cela permettrait aussi que les gens soient en sécurité, qu'il y ait aussi une connectivité entre le monde urbain et le monde rural. En particulier en ce qui concerne les populations autochtones. Au Canada, il y a eu un problème de femmes assassinées, de femmes qui ont disparu. Et il est important d'avoir un système de transport sûr qui permettrait aux gens de se déplacer entre ces communautés avec plus de sécurité. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, comme avec toute question importante, je sais que vous avez peut-être dû rencontrer des problèmes, des obstacles. D'après vous, quel est le défi le plus important à surmonter pour arriver à ce qu'un système de transport zéro émission soit viable dans votre communauté? Alors, la question sur l'objectif le plus important, je pense que lorsqu'on parle de transport en public, de régie de transport en public, je pense qu'il y a de nombreux mythes qui concernent les véhicules électriques et ces mythes doivent être donc surmontés. Il doit y avoir une volonté de changement. Cela veut dire changer les garages, changer la formation des chauffeurs, changer la formation des agents de maintenance en ce qui concerne ces régies de transport en public, de manière à pouvoir électrifier ces systèmes. Parce que lorsque nous avons démarré,
ma coprésidente m'a dit que pendant la première réunion, il s'agissait, les gens en fait se focalisaient uniquement sur le fait de dire non à toutes ces demandes. Parce que tout ce que nous avons rencontré au départ, c'était vraiment les objections. Il fait trop froid à Chicago. Nous n'avons pas, enfin, les bus ne vont pas pouvoir aller suffisamment loin. Nous n'avons pas de bonne batterie. Notre équipe de maintien ne sait pas comment faire cela. Enfin, disons, on nous répondait non, on nous disait voilà, c'est trop cher. Enfin, il y avait vraiment une salve d'objections. Et donc, ça, c'était un gros défi de vaincre la réticence des régies de transport. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à cette question, le plus gros obstacle? Oui, certainement. Alors, aux Philippines, l'un des plus gros défis, c'est la culture centrée sur la voiture. Pour les gens aux Philippines, le fait d'avoir une voiture, c'est le symbole de la réussite. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, parce que, comme la pandémie nous l'a montré, c'est la santé des citoyens qui est plus importante, la santé de l'environnement. C'est plus important que les choses matérielles. Et donc, cela va nécessiter un changement de l'approche collective. Nous devons avoir un engagement à long terme de la part des politiques et du secteur privé et des groupes de la société civile. C'est pour cela que nous avons notre stratégie qui est de monter un réseau de partisans d'un transport plus adapté, de manière à pouvoir créer un environnement adapté, de manière à avoir une mobilité inclusive aux Philippines. Et c'est possible grâce à notre réseau de 1800 leaders dans tout le pays de Climate Reality. C'est une communauté très diverse qui nous a permis de créer une collaboration solide avec d'autres organisations de base. Cela nous a permis de créer un mouvement basé sur le transport durable. Très bien, intéressant. Oui. Hannah, est-ce que vous vouliez répondre aussi à cette question? Oui. Alors, comme quelqu'un l'a dit, il est difficile de choisir un défi en particulier. Donc, je vais parler de quelques défis. Sur le plan géographique, notre pays n'est pas densément peuplé. Sur la frontière au sud, par exemple, c'est cette longue ligne. Donc, des défis géographiques pour construire une infrastructure adaptée entre les centres urbains. Et puis un autre défi géographique, bien sûr, des hivers froids, particulièrement dans les prairies, là où je me trouve, avec beaucoup de neige. Et donc, le transport actif, le transport en public est moins attirant pour les gens. C'est plus difficile, en particulier pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Et enfin, comme c'est le cas dans le monde entier, la pandémie nous a vraiment affecté le nombre de gens qui prennent les transports en public. On a vraiment vu une baisse drastique du nombre d'usagers dans certaines villes. La plupart des gens, enfin, les régies de transport dépendent des revenus provenant des usagers. Et donc, ça, c'est problématique. Donc, pour continuer à subventionner ces systèmes de transport en public. À Montréal, on a dû augmenter les tickets de transport. Et bien sûr, ça aussi, ça crée un obstacle.
Bon, c'est particulier en ce moment très, très spécifique que nous nous trouvons. Oui, il faut éviter cette spirale vers le bas avec des tickets plus chers, des gens qui utilisent moins les transports en public. Alors, vous, toutes les trois, vous avez accompli des choses formidables dans votre travail. Est-ce que vous pouvez partager des tactiques qui vous ont aidé à mobiliser les gens dans vos communautés pour les amener à agir dans ce secteur des transports? Anna, est-ce que vous voulez commencer? Oui, ce que je voulais souligner, c'est un projet que nous avons ici, s'appelle le projet Canada, le National Climate League. C'est pas, ça se concentre pas essentiellement sur le transport, cela couvre toutes sortes de problèmes concernant le climat. Il s'agit de recueillir des données, donc la question de manque de données sur l'utilisation des transports publics. Nous en avons parlé, c'est le genre de choses que nous cherchons à attaquer. C'est un projet qui est annuel que nous avons commencé en 2018 et au cœur de ce projet, c'est un projet d'indication sur le changement climatique. C'est le seul qui est basé sur des données à source ouverte et fait uniquement avec des bénévoles dans le pays qui recueille ces données. Et donc, nous regardons différents indicateurs de transport. Nous regardons, par exemple, le nombre de déplacements par an, le nombre de kilomètres de voies pour les bicyclettes, le nombre de bornes électriques, ainsi que les scores par ville ou pour les piétons. Le recueil de ces données et la publication du rapport au mois de mars est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un outil éducatif, c'est un outil qui nous permet de faire un plaidoyer, qui nous permet de faire des comparaisons de données. Donc, il y a des problèmes avec les municipalités, il y a le fait que les données ne sont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous mesurés de la même façon. Et nous avons besoin d'avoir ces données pour savoir où nous en sommes et où il faut améliorer la situation. C'est une autre règle que nous cherchons à suivre. Et bien sûr, le dialogue ouvert entre les citoyens, les gens qui participent, le personnel municipal et les décideurs. Cela fait que les décideurs sont responsables et assument les promesses qu'ils ont faites. Donc, rapidement, voici un exemple. L'année dernière, Montréal a vraiment été remarqué dans la catégorie des transports publics avec le nombre de déplacements par année. Donc, on regarde les politiques qui leur ont permis de réussir. Par exemple, subventionner le système de transport avec un impôt sur l'essence. Et cela nous permet d'identifier les politiques qui marchent et encourager d'autres villes, pardon, de le reproduire. Merci, Jeremiah. Pamela, avez-vous des commentaires supplémentaires sur cette question? Jeremiah, vous vouliez aller prendre la parole? Bon, je, je peux commencer. Nous, Kim Stone et moi avons décidé que nous avions besoin d'une équipe, nous avons besoin de gens du Chicago Metro et son chapitre de créer une stratégie et les tactiques dont vous avez parlé. Et une des choses que nous savions, c'est que d'abord, il fallait faire de la recherche sur toutes les objections qui nous sont présentées par les agences de transport. Dans ce cas, des agences pour les banlieues, mais ça s'applique aussi à la ville même de Chicago. Et donc, nous avons étudié chaque problème. Nous avons regardé ce que faisaient les autres villes et particulièrement des villes avec des climats tels que les nôtres. Et nous avons cherché à créer des documents qui pouvaient leur prouver que leurs objections n'étaient pas valables.
On a d'abord commencé avec le personnel des agences et lorsque nous n'avons pas progressé dans ce domaine, alors nous avons décidé d'exercer une pression sur les conseils d'administration de ces agences et les contrôleurs dans toutes les régions, à Cook County, par exemple, et autres comtés qui entourent Chicago, ainsi que les représentants élus. Et nous les avons fourni des informations sur les dégâts et la répercussion sur la santé des gens et sur l'environnement. Nous avons présenté des données sur ce qu'il se passait avec l'utilisation de bus alimentés par combustible fossile, particulièrement avec le diesel. Et nous avons mobilisé des groupes de travail et d'autres pour venir à chaque réunion des conseils d'administration et parler à plusieurs personnes, demander différentes personnes représentant différentes communautés l'impact de ces bus. Et parfois, les gens y étaient virtuellement, mais souvent, nous ont permis de venir en personne si nous suivions les mesures de sécurité. Et donc, il y avait plusieurs réunions où nous avions 10, 15, 20 personnes, chaque personne parlant pendant 2-3 minutes pourquoi ils étaient contre ces décisions prises par les agences et partager les données que nous avons recueillies. Il y a eu des commentaires dans la presse. Nous avons rendu les choses très inconfortables pour ces gens de continuer avec leur politique et leur plan. Et éventuellement, après 1 an et demi de pression, ils ont changé d'optique et ils se sont engagés à 100% d'électrification de leur parc de véhicules de transport. Et bien sûr, cela a fait appel à un effort supplémentaire pour exercer pression sur le conseil d'administration et le personnel. Ce fut certainement un processus long et je suis sûre qu'ils en avaient assez de voir les gens de la réalité climatique et faire que c'est plus difficile de continuer avec leur travail parce que le climat vient en premier, bien sûr. Donc, on a pris beaucoup de temps. Et finalement, nous avons réussi. Mais il a fallu être constant et avoir un effort organisé et constant. Ça, c'est de bons moyens pour obtenir une bonne fin. Bravo. Jeremiah, est-ce que vous avez un commentaire supplémentaire? Et ensuite, il faudra que je repasse la parole à Ethan de façon à ce qu'il puisse vous poser des questions qui sont posées par le public qui nous écoute. Oui, aux Philippines, nous avons commencé ces prix de mobilité qui est organisé par le Climate Reality aux Philippines et avec d'autres organisations à but non lucratif, y compris ma communauté. Et c'est Climate Reality qui donne des récompenses aux établissements commerciaux et au gouvernement qui engagent d'autres options de mobilité pour leurs clients, les employés. C'est une nomination publique et nous amplifions les voix du public avec un feedback et cela en collaboration avec ceux qui encouragent les entreprises et les gouvernements d'investir dans des infrastructures, des systèmes pour les piétons. Et certains des résultats de ce prix, c'est que nous pouvons avoir des partenaires qui organisent l'utilisation de bicyclettes, et cela dans le pays entier. Notre objectif est de générer des moyens qui nous permettent de comprendre les besoins et les préférences des gens qui se déplacent sur les bicyclettes et bien sûr qui influencent les décideurs
et obtenir leur soutien pour avoir une infrastructure pour les bicyclettes, parce que c'est une initiative qui est essentielle au transport, parce que nous pouvons servir des données pour concevoir des stratégies et mettre en place des programmes et encourager les gens à se servir de leur bicyclette tous les jours. Et c'est important aussi parce que c'est un exercice qui est basé sur les communautés et qui encourage l'implication de tous, et telle que l'importance du transport actif. J'aime le travail que vous faites avec vos collègues. Comme vous le savez tous, nous avons beaucoup de gens qui participent à cette conversation pour apprendre comment ils peuvent être des initiateurs de changement, comme vous l'avez fait vous. Et j'aimerais, pour la dernière question que je vous pose avant de passer la parole à Étienne et les questions du public, j'aimerais vous demander tous, quel est le conseil que vous pourriez offrir à ceux qui veulent être les porte-parole d'émissions zéro? J'encouragerais les gens, si vous habitez le Canada, de regarder nos rapports National Climate League de l'année dernière, de 2021, qui est disponible sur notre site Internet. Et vous pouvez vous servir de ce rapport. Vous pouvez le présenter au conseil municipal. Vous pouvez voir le comparer avec ce que nous avons fait l'année dernière et vous en servir comme outil pour encourager votre ville à mieux faire l'année prochaine. Dans ma ville, Winnipeg, nous sommes arrivés au milieu de taux de déplacement. Et si vous n'êtes pas au Canada, eh bien, et si vous êtes intéressé, si vous voulez reproduire quelque chose comme le National Climate League, contactez-nous pour que nous puissions vous aider. Pamela, moi, je pense que le conseil que j'offrirais est d'être prêt si vous voulez changer les politiques, que ce soit au niveau d'une agence ou que ce soit au niveau législatif. D'être prêt et d'être là pour le long terme, que vous n'allez pas faire ces changements du jour au lendemain et que même si vous avez des obstacles au début, eh bien, vous avez besoin d'être constant, de même augmenter le travail que vous faites, faire appel à d'autres alliés et de dire et de vous servir des arguments qui apportera une différence. Une chose que je n'ai pas dit, si j'ai encore une minute, je ne vous ai pas parlé des arguments économiques que nous avons présentés et qui ont fait une différence, qui sont, par exemple, que tout le monde dans le secteur de transport sait les coûts des véhicules électriques sont peut-être plus élevés, mais l'économie à long terme est tellement plus importante. Et ça, c'est vrai dans le secteur de transport public où l'entretien et le coût des combustibles dépassent le coût supplémentaire que les compagnies dépensent pour acheter un bus électrique, par exemple. Donc, utiliser tous les arguments possibles et d'être constant et de ne pas croire que vous pouvez prendre des décisions à court terme ou gagner à court terme. Je crois que c'est la clé au succès. Vous devez croire que vous pouvez être suffisamment constant avec suffisamment de données, suffisamment de militants que vous changerez les résultats. Voilà. Bravo, bravo. Oui. Jeremiah, avez-vous un conseil pour les autres qui s'intéressent à ce parcours? Merci de me l'avoir rappelé. Nous disons aux Philippines que tant que vous avez la vie,
Vous devez continuer à faire ce que vous faites. Nous devons continuer à être engagés, à être entourés par des gens qui ont le même cœur et qui cherchent qui veulent atteindre le même objectif que nous, surtout dans le transport actif et le changement climatique. Et oui, connecter avec les gens, continuer votre parcours. Bien sûr, il y aura des obstacles, bien sûr qu'il y aura des défis, mais vous devez continuer à vous inspirer par les autres et vous n'avez pas besoin de donner. Vous regardez autour de vous, au sein de ma communauté, je regarde ces femmes qui sont à bicyclette et qui tous les jours prennent la route et luttent pour leur vie. Et cela suffit pour m'inspirer et pour aider l'environnement aux Philippines. Faites que nous arrivions à obtenir un environnement qui est amical au niveau climatique. Vous m'inspirez tous, Hannah, Pamela, Jeremiah et votre travail. Et j'espère que notre public est inspiré et sera aussi, auront le plaidoyer pour leur propre communauté. Maintenant, je vais prendre quelques questions pour ceux qui nous écoutent. Et je suis désolée d'avoir pris plus de temps que prévu avec cette conversation formidable. Je reviendrai avec la troisième conversation qui se concentre sur les solutions naturelles aux crises climatiques. Je vous reverrai donc très bientôt. Et merci aux membres extraordinaires de notre panel. Et je repasse la parole à Ethan. Merci. Et je suis d'accord que c'était une discussion fascinante et il n'y a pas de problème si on continue un peu plus longtemps. Et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, donc d'entendre les experts, c'était formidable. Et merci, Monsieur Gore, Jérémy, Hannah et Pam pour votre participation. Nous avons reçu des questions du public et continuez à envoyer vos questions. Nous allons avoir une petite période de questions-réponses. Dans la première question, j'espère vous entendre toutes les trois. On a entendu parler de l'impact sur les communautés avec un impact positif de transport à émission zéro. Et une des questions, c'est comment est-ce que la race, la classe et l'inégalité sociale a contribué au financement des priorités. Comment est-ce que nous assurer que les communautés qui sont plus défavorisées reçoivent une priorité dans ce financement? Je passerai d'abord la parole à Pam et j'aimerais aussi connaître votre opinion et vos réponses. Vous savez, il y a une étude faite par l'Association sur la santé respiratoire à Chicago. On a considéré l'impact des véhicules à combustible fossile et l'impact sur les communautés de couleur dans notre région. Et il était évident que les gens qui vivent très près des parcs de bus ou des arrêts de bus avaient plus de maladies respiratoires et des taux beaucoup plus élevés à cause de la pollution de l'air. Et dans nos recommandations auprès des agences, nous avons souligné qu'il était important qu'ils électrifient essentiellement qu'ils prennent des mesures électriques dans ces communautés d'abord. Et toutes les organisations qui font partie de notre coalition ont fait la même chose. Et il y a eu une loi qui est passée dans l'État d'Illinois il y a un an qu'on appelle the Climate and Equitable Jobs Act, donc une loi où ces communautés reçoivent la priorité pour l'infrastructure de bornes électriques, par exemple, ou qui reçoit les premiers rabais pour l'achat de véhicules électriques, etc. Donc, il y a
communauté très active qui fait partie de notre coalition pour l'environnement et a joué un rôle important pour s'assurer que c'est fait de façon équitable au cours de cette transition. C'est formidable. Et vous avez présenté cette information directement au gouvernement en vous disant, voici les priorités qu'il faut faire. Oui, oui. Au cours des négociations, lorsque cette législation a été promulguée, cela a créé de nouveaux programmes qui sont mis en œuvre actuellement. Et il y a des négociations tout à fait spécifiques sur cette question même. Et c'est comme ça qu'on a obtenu de très bonnes décisions, surtout pour ces communautés. Quand on peut s'adresser aux décisionnaires directement, c'est très important. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des exigences, mais aussi d'éduquer les gens dans le passé aussi. Donc je sais que les gens dans la communauté voulaient avoir vos impressions là-dessus. Alors, c'est peut-être pas exactement la question, mais ce qui me vient à l'esprit en écoutant cela, à mon poste antérieur, quand on parlait de résilience, de sécurité des revenus et de changement climatique, eh bien, dans les communautés au nord du pays, les gens utilisent d'autres formes de transport. Ils utilisent des skidoo pour se déplacer. Et les skidoos électriques ne sont pas encore sur le marché. Et donc, ils ne se voyaient pas comment étant représentés dans cette conversation sur les véhicules électriques. Bon, c'est un petit exemple, mais cela nous montre que lorsqu'on parle d'électrification du transport, des subventions, du caractère abordable, eh bien, il faut prendre en considération toutes les formes de transport empruntées par les gens dans le pays. Oui, subventions pour des infrastructures comme celle-ci, des subventions pour les combustibles fossiles, on se rend compte que ce n'est pas la bonne voie. Et Jerry, je vais vous redonner la parole sur, par exemple, le fait qu'aux Philippines, c'est un signe de statut social d'avoir une voiture et que l'infrastructure est centrée sur la voiture. Je ne sais pas si ça vient d'intérêts spéciaux, parce que quand même, il y a un petit nombre de gens qui ont des voitures par rapport à la population globale des Philippines. Donc, quelles idées avez-vous pour pousser le gouvernement à s'éloigner de ce type de modèle et de manière à motiver le gouvernement à privilégier, par exemple, le vélo ou autre? En fait, avec chaque possibilité que j'ai eue, moi, je ne suis pas une personne technique. Je suis simplement passionnée par ma cause. Mais je dis toujours aux gens que dans n'importe quel projet, il faut toujours placer au centre les groupes vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, même les populations autochtones. Parce que si nous pouvons répondre à leurs besoins, tout le monde gagne. Ils doivent être représentés, ils doivent être entendus, ils doivent être consultés dans tous les plans, dans tous les projets. Et donc, nos projets, de cette manière, seront plus inclusifs. Tout le monde pourra se déplacer, pourra sortir, pas simplement les gens qui ont des voitures. Merci beaucoup. Oui, vous avez raison. C'est extrêmement important, mais aussi la manière de diffuser ce message. Et les leaders de Climate Reality savent utiliser la communication narrative.
Hein, par exemple, lorsque vous dites, bon, c'est juste une anecdote, mais oui, mais c'était important. Par exemple, cette anecdote de votre ami qui a dû faire des heures de route pour aller chercher son véhicule électrique. Alors, quel rôle joue la communication narrative dans votre travail? Nous avons quelques minutes simplement, donc peut-être pouvez-vous parler d'une histoire qui marche bien particulièrement pour vous. Ah, alors, Pam. Alors, une histoire dont je me souviens, l'un de nos membres de Climate Reality elle a dit, je vis en ville, je vais à pied partout et chaque fois que j'arrive à un coin un coin de rue et que je dois sentir respirer la pollution d'un bus diesel, je suis complètement submergée, non seulement par l'odeur, mais aussi par le fait que je sais que je respire toutes ces particules fines. Et simplement l'expérience de se promener à pied en ville, et là, je vous dis, cette femme a à peu près 80 ans. Et bien, cette expérience pouvait être tellement améliorée si ces bus étaient des bus électriques. Et là, j'ai cette image de cette femme au coin de la rue qui est en train de respirer, d'inhaler le pot d'échappement d'un bus diesel. Pour moi, c'est une image extrêmement frappante. Oui, c'est vrai, ça peut aussi, c'est une histoire que les histoires peuvent inspirer, mais peuvent aussi provoquer du dégoût. Et pour vous, Anna? Alors, à Winnipeg, tout le monde peut raconter une histoire où la personne est en train d'attendre un bus par -40 et le bus n'arrive jamais. Et ça, c'est quelque chose qui nous unit tous les citoyens, les habitants de Winnipeg. Le système de transport a besoin d'être amélioré vraiment. Et quand on rassemble les gens, qu'on se raconte nos expériences, on peut, bien sûr, les gens se plaignent, mais à partir de là, on peut aboutir à quelque chose de plus positif. On peut parler du militantisme dans notre ville visant à améliorer le réseau, en particulier la fréquence des bus, par exemple. Oui, alors, on va aller maintenant d'un endroit très froid à un endroit très chaud. Jerry, une anecdote peut-être, et ensuite nous allons terminer. Alors oui, les histoires personnelles sont très, très importantes. Dans ma communauté où je suis l'administratrice de notre groupe Facebook, j'encourage toujours les femmes à raconter leur histoire, par exemple à vélo. Et nous avons plus de 170 anecdotes personnelles de nos membres. Et chaque fois que je les affiche sur la page Facebook, eh bien, ces anecdotes attirent beaucoup d'attention, une attention positive, parce que les gens sont encouragés, sentent qu'ils peuvent continuer leur combat. Ces femmes cyclistes ne se sentent pas seules. Et pour tous les gens qui nous écoutent, allez voir le hashtag Share the Road with Her. Et vous allez voir des anecdotes, des histoires, des récits de femmes aux Philippines à vélo qui se battent pour plus de sécurité, pour plus de mobilité. Merci. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, le temps s'est écoulé, mais avant de nous séparer, je voudrais remercier à nouveau les membres du panel, le vice-président Gore, et je vous remercie aussi, vous, d'avoir fait partie de cette conversation. Nous avons deux autres conversations aujourd'hui. Je vous invite à venir nous rejoindre à leur pile. Donc, et là, nous allons parler de solutions naturelles et aller consulter aussi les anecdotes de nos membres. Notre compte Instagram @climatereality et notre site web www.24hoursreality.org. Voilà.
et allez voir donc les informations concernant notre sommet. Merci beaucoup.